Noir, noir, là. Il y a un peu noir, noir, là. Ouais. Est-ce que tu peux recorder là? Bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous encore une fois pour la session sur l'entrepreneuriat. D'abord, un grand merci à vous. Beaucoup parmi vous fin login depuis très tôt, presque 45 minutes. Merci pour votre patience d'être avec nous. Et me demande de rester concentré pour prochaine l'heure qui peut venir pour la session. Donc aujourd'hui, nous prenons une quatrième session qui peut consacrer la vision stratégique du projet. Et encore une fois, nous prenons comme trainer, comme l'intervenant d'aujourd'hui, M. Ricardo, qui pourra avec nous. M. Ricardo, comment me présenter la dernière fois, il est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, directeur de son compagnie et également consultant en entrepreneuriat. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la session avec M. Ricardo pour que vous un peu la vision stratégique du projet. À vous, M. Ricardo. Merci, M. Badou. Donc, avant de commencer, je suis content déjà remercier moi aussi les participants qui présentent dans cette plateforme-là. Pour un mercredi à 6 heures, il y en a beaucoup qui méritent de famille, il y en a beaucoup qui perdent de famille, il y en a beaucoup qui après une longue journée de travail, intéressés pour participer à sa formation-là. Donc, c'est déjà une preuve que l'entrepreneuriat demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup de sacrifices. OK? Et encore une fois, comme je peux guetter, je trouve qu'il y a 2-3 plateformes qui créent notamment au niveau WhatsApp et au niveau Facebook. C'est primordial qu'ils créent un réseau dans l'entrepreneuriat. Entrepreneur, un jeune porteur de projet comme vous, quand je peux développer, je besoin d'une plateforme que vous êtes capable déjà share l'idée et que vous views. Parce que parmi eux mêmes, il y en a beaucoup qui se peuvent trouver, il y en a presque même projets qui sont ou qui sont capables d'être au niveau de fournisseur ou même un potentiel client. Donc, c'est déjà très bien. Pour la session d'aujourd'hui, ben, nous faisons un petit récap. C'est que je causé la dernière fois, je cause plutôt l'environnement, l'instabilité d'un projet, tout ce qui menace et qui opportunité, ainsi que tout ce qui la force et tout ce qui faiblesse. OK? Ça veut dire un entrepreneur, il a besoin d'une vision avant tout. Il a besoin de connaître comment il peut mobiliser sa vision-là pour capable de transporter ce projet et positionner sa cycle de vie-là dans le futur. Tout cela, nous avons posé la semaine dernière et j'espère qu'il y ait une session agréable, qu'ils aient comprendre, qu'ils aient capté l'idée. Et il y a aussi beaucoup qui me posent la question pourquoi je vais faire un cours plutôt en français et créole. Parce que pour être éligible pour envoyer un plan d'affaires avec le PPG en Afrique, il est en français. Ça, c'est un critère qui n'est pas moi qui ai décidé, c'est l'organisation qui décide ça. Si je t'ai envie de participer à ce concours-là, automatiquement, il faut besoin un business plan en français. Vous pensez, M. Badou, après, il faut vous donner un mail, les autres explications pour être éligible pour participer à ce concours-là. OK? C'est un français très simple. Un créole qui m'a beaucoup causé, je ne pas du tout comprendre. Mais toutefois, si toujours vous avez une complication avec une bande de petits mots, une bande de petits thèmes que je ne peux pas trop comprendre, ben, n'hésitez pas à envoyer un petit message, je vais pousser. Expliquez ça dans un langage un peu plus simple que je comprends. Aujourd'hui, nous avons la vision stratégique du projet.
c'est un chapitre très, très important aussi dans la création d'une entreprise parce que c'est ce chapitre-là qui peut nous donner un choix stratégique qu'il nous peut faire afin de pérenniser le projet et développer l'entreprise. Pérenniser, ça veut dire faire nous l'entreprise durable, cohérent. L'entreprise devient durable et dans un deuxième temps, nous proposons plutôt le développement durable. Développement durable, pour mes autres, je ne connais pas, il y en a beaucoup qui, la première fois, participent dans un concours ou bien une formation entrepreneuriale. C'est qui déjà trouvé une notice ou un advertisement concernant un business plan, concernant un concours de business plan ou de projet. À chaque fois, il y a un volet développement durable. Car depuis une dizaine d'années, tout projet peut venir avec un volet développement durable dans le projet. Je te rappelle bien, je disais que quand tu crées mon entreprise de ce chose, mon volet durable, moi, c'était plutôt le produit même, c'est-à-dire la matière première, tu fais avec un coton biologique. Donc, nous avons fini commence au début même, fini commence préparer nous, fini commence réfléchir comment le développement durable est capable d'intégrer dans nos projets. Il est capable, en gros, tu allais nous pour rentrer un peu plus en détail, il est capable de nos bâtiments, nous avons fait une récupération des lots de pluie, nous sommes capables servir ça pour des effets de toilette ou d'irrigation. Nous sommes capables aussi de mettre, pourquoi pas, un panneau solaire, une énergie renouvelable. Ça aussi, why not? Nous avons fait un packaging qui est biodégradable. Enfin, ça, c'est un petit peu l'idée. OK? Mais pour commencer, nous pourrons dans les choix stratégiques. C'est un choix principalement en fonction de votre propre perception de l'environnement. Qui est votre perception de l'environnement dans votre entreprise, dans votre produit qui vous peut faire autour de vous? Bien sûr, comme on dit, l'environnement, on peut poser plutôt une stratégie concurrentielle, stratégie de développement, stratégie d'alliance ou d'internalisation. Il y a 4 stratégies principales qui nous besoin pour qu'on commence nos projets. Et nous besoin connaître, enfin, pas principal, il y en a 4 stratégies que nous besoin connaître laquelle stratégie nous peut servir, qui nous produit pour intégrer, nos produits là-dedans, pour nous capables de démarrer nos produits, l'entreprise. OK? Premièrement, la stratégie concurrentielle. Sorry, c'est ça. Alors, nous, premièrement, il y a une affaire qui s'appelle domination par les coûts. Qui veut dire ça? Ça veut dire, quand nous pénétrons nos marchés, si nous concurrents, est-ce que nous sommes capables à l'autre marché là, mais avec un coût inférieur que nos concurrents? Si il y a une box shop qui vend 100, 120 roupies, est-ce que nous pouvons pénétrer le marché avec vos produits qui sont à 80 roupies ou 90 roupies? Inférieur à ce que la concurrence peut proposer le marché. Avec ça, appelle ça une stratégie de domination par les coûts. Il est vraiment, vraiment difficile pour un Dimoun pénétrer un marché, surtout une start-up qui peut démarrer, pénétrer un marché. Avec une domination par les coûts, quand il peut commencer, parce que nos concurrents, il y a ce qu'on appelle l'expérience, déjà. Dimoun connaît ce produit déjà. Il y a un savoir-faire. Nous, à cela, nous allons apprendre sa technique-là, il y en a dit. Innover en permanence. Donc, difficile, très, très difficile pour nous faire cette stratégie-là qu'on peut développer. Économie d'échelle, ça veut dire pour lui, économie d'échelle, ça veut dire la quantité qu'il peut produire, ce coût qu'il peut mettre de production, est pour bien inférieur à ce qu'il ne peut produire parce qu'il ne peut pas produire sa quantité qu'il peut produire là. À moins qu'il y ait un produit qui
qui ressemblait, un concurrent ressemblait lui, mais pour nous, nos qualités plus bon et nous coûts amortis et puis allégés qui maintenant, ça nous a fait. Mais il est bien difficile. Il n'est pas trop envisageable, il n'est pas trop conseillé pour un entrepreneur qui peut démarrer, qui rentre avec une stratégie de domination par les coûts. Deuxièmement, on a une stratégie de différenciation. Ça, c'est une stratégie qui est adaptable à une startup. Parce que si tu fais une étude de marché avant, je t'explique la semaine dernière comment nous avons un petit coup, nous avons un concurrent qui nous a une menace, qui nous a une barrière, qui nous la fausse. Est-ce que c'est nos produits qui nous la fausse, c'est nos fournisseurs, c'est nos processus, c'est façon que nous pouvons délivrer les produits là qui nous la fausse. Donc, quand nous connaissons tout ça là, nous avons fait une stratégie de différenciation. Ça veut dire l'offre, le produit ou le service qui nous peut offrir à ce marché-là, c'est un produit différent de ce que nos concurrents peuvent offrir à nous. Parce que c'est une image véhiculée à travers, je vais mettre un petit point pour que je comprenne, une technologie innovante, parce que d'une oublier qui nous donne un monde 2 à 3.0 maintenant, que la technologie il forme partie de nos vies de tous les jours et même de notre travail. Et à chaque fois, nous pouvons développer un service, un produit ou même si nous pouvons faire gâteau de piment, même si nous pouvons faire tomate, bio, quelque chose comme ça, nous devons mettre ça qui voler aussi, technologie là. Ça veut dire qu'il faut nous pouvons vendre une plateforme e-commerce, qu'il faut nous pouvons vendre les réseaux sociaux, il pas forcément dans le processus, il vient dans la vente ou bien dans la communication, on a la technologie innovante là. Le packaging, comme moi, je disais, moi, je trouvais que bon, le produit qui m'a fait, moi, c'est un boxer short, comme tous les boxer short, mais je mets l'emphase au packaging parce que l'acheteur par le consommateur, c'était la femme, et la femme était plus attirée avec un packaging plus cocasse, plus joli, plus attirant. Après, l'image véhiculée par nos qualités de nos produits. Est-ce que nos produits, c'est un produit de qualité? Est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? C'est ce que nous avons trouvé dans l'automobile actuellement à Maurice. Il y a la marque Kia qui a un produit de rapport qualité-prix très, très efficace. Vous trouvez? Parce que bon, pas nécessairement avec ce 7 ans de garantie qu'il peut donner, mais sur qualité et sur prix qu'il peut offrir, il est abordable, il est fiable. Bon, on pourrait dire fiabilité aussi. Fiabilité, ça veut dire que si je te dis à votre client, bon, ben, vous connaissez, vous pouvez passer une commande avec moi, mais vous gagnez la commande là dans 2 jours, ça vous devant vous la porte. La moindre des choses, c'est dans 2 jours, vraiment, ça, il est devant sur la porte, client là. Avec l'expérience, client là, même s'il est moins cher ailleurs, il peut tout le temps aller aux plateformes ou bien venir vers vous parce qu'il connaît ou fiable, il bizarre dans 2 jours, il bouge ça dans 2 jours. Ça, c'est vraiment une clé de succès. Moi, je peux réseauter crédit d'un petit point par là qui peut faire différenciation avec les banques concurrents, surtout à Maurice, c'est sur la ponctualité. Il y en a beaucoup de problèmes là. Parfois, je t'ai fait un achat en ligne pour me dire pour gagner ça dans 2 jours, ou bien même un achat même dans un magasin fixe. Pour je aller et voilà, et après 2 jours, je prends une gagner, je prends un trouver. Donc, il est important qu'il respecte le délai de livraison. Ça, c'est un marque de fiabilité pour votre entreprise. Et bien sûr, vous avez une sécurité alimentaire pour tout ce qui est tout le monde qui peut rentrer dans l'alimentation. Vous avez une certification, vous avez une image de propreté, ou même un petit côté bio là-dedans, et c'est bien intéressant. Vous êtes capable de différencier votre offre aussi à travers un accompagnement de financement. Bon, il y a le SIM, il y a Rogers Capital, il y a pas mal de fundraising qui là pour support qui peut acheter un produit. Donc, je viens en partenariat avec cette organisation-là pour capable proposer ce service-là à ce client.
un service après-vente qui est fiable aussi, qui pas, comment, bon, nous tout connaît quand on a acheté une affaire, code coach, ou bien code cash and carry, le service après-vente est très, 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 très long. Si on tient une troisième organisation qui type plus ou moins un service après-vente rapide, je pense que je suis plus intéressé par là-bas. Je suis plus intéressé par là-bas, je suis personne portable, je connais si j'ai un problème avec mon portable, dans 2 jours, il peut retourner mon portable, ou bien il peut donner un portable en réserve, quand je suis servi, après il y a là, comme mon portable, il paraît, il de moi pour moi, moi je suis satisfait. C'est une bonne idée que je besoin de développer. Un dépannage 24/24 et 7 jours sur 7, si comment dire, l'entrepreneuriat, même pour démarrer, j'ai besoin de vivre avec ça. C'est pour ça pour les autres projets, pour les autres bébés, pour tout le temps cosy, pense-li, trouve-li, 24/24, 7/7. Donc, si ça pas dérange, donne ça un service là aussi. Je prends un client et pour vraiment une stratégie de différenciation. Et surtout quand nous, une startup, nous avons fait ça, ben, définitivement, je peux avoir du succès avec ça. Les stratégies concurrentielles. Là-dedans, il y en a 3. Enfin, on est dans la stratégie de focalisation. Sorry, hein, concurrentielle, même toujours, nous dans la focalisation, le dernier. C'est-à-dire l'offre. Ça, nous offre, directement, nous finissons sélectionner dans nos études de marché, nous trouver qu'il y a une segmentation, il y a un groupe de clients qui est intéressé avec nos produits. Ça veut dire que nous ne pouvons pas viser toute la population, nous pouvons viser sa segmentation-là, nous pouvons viser sa partie de la population-là, ça veut dire ça marché niche-là. Et ça, c'est un avantage qui est une start-up du moment qu'il peut commencer, l'idéal dans un marché niche. C'est ce qui m'a fait et ça a un marché parce que ce n'était pas une box short qui tu fais pour tout le monde, c'était un produit qui tu fais pour une catégorie du monde. Si je te rappelle bien, moi, je dis un jeune professionnel âgé de 25 à 35 ans, 40 ans qui dans la tendance de mode qui contient tout ce qui est qualité, couleur, tout ce qui est design tendance. Et ça, c'est un marché niche. Voilà, nous ne pouvons pas investir pour toucher toute la population, nous pouvons toucher juste un segment de la population. OK? Comme on dit, il y a un groupe de clients, il y a une catégorie de produits, ou il y a une zone géographique, c'est-à-dire juste dans les normes où on vend ça. Après, il y en a beaucoup développés dans le sud, après, dans l'est, dans l'ouest. Ça, c'est après. Souvent, il est adapté pour une petite et moyenne entreprise qui peut développer parce qu'il y a une limitation au investissement. Il n'y a pas demande beaucoup d'investissement parce qu'il ne peut pas toucher tout le monde, il peut toucher juste une catégorie. Parce qu'il y a un écho. Et puis, je peux acquérir une notoriété parce que je peux faire presque la même chose, je peux spécialiser dans des affaires. Donc, je peux une notoriété comme cause ça produit là, boxer short, bien cause Spark, bien cause autres marques. D'accord? Ça, c'est une stratégie de focalisation. Je te focalise dessus. Je ne vais pas toucher à faire, je ne vais pas faire toujours qualité produit, je ne vais pas faire un produit pour un enfant, pour une femme, pour un homme, pour un garçon. Je touche juste une catégorie. Et ça, moi, je peux conseiller personnellement dans sa stratégie concurrentielle là. Comparé à les autres concurrents, je vais toucher un segment. Donc, les autres concurrents, ils ne peuvent pas affecter les autres concurrents, ils ne peuvent pas affecter les autres aussi. Laisse nous cette tableau-là pour comprendre ce qui est bon jazz à peu près. Ça, c'est un sommet, un summary de ce qui est bon jazz. Alors, nous avons une stratégie de domination par les coûts. Bon, l'avantage qu'il y a quand nous dominons par les coûts, bien sûr, nous prenons une position de leader parce qu'il n'y a pas beaucoup à battre nous. Si nous réussissons à faire une domination par les coûts, ça veut dire nos prix est très, très abordable. Et le pouvoir de négociation sur les fournisseurs et les clients est bien tigit. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup envie de négocier parce que le prix là même là est déjà bas. Ça, c'est un avantage chez nous. Nos clients n'ont pas beaucoup de nous faire un petit prix pour moi. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup à gagner aucun port à prix là. Ça prix là, il est bas. Nous finissons de pénétrer le marché avec ça là.
Donc, l'avantage. Comment McDonald's fait ça quand il ouvre, il peut faire il pénétrer le marché de burger pour les coups, pour un lunchbox qui peut donner de à 99 roupies. Il est bien difficile pour quelqu'un capable de donner ça produit-là à ce prix-là à Maurice. Par contre, il y a beaucoup de limites. Investissement élevé, sinon on vit démarre l'entreprise avec choisir sa stratégie de domination pour les coûts-là. Il demande un investissement. Nous ban variable ou nous ban prix, ça veut dire variable, ça veut dire nous ban fournisseur qui nous peut choisir. Nous ban chaîne de distribution qui nous peut choisir. Il est bien capable de vendre de sa coût-là. Donc, il n'est pas évident pour nous rester capable de c'est un prix lourd. Là, il y a une expérience nous payons. Nous avons ça marché là, déjà. Nous avons l'expérience du marché et du produit. Et si nous faisons un produit pour marché aussi, sûr que nous prenons un produit de substitution qui peut, on a fini par depuis la chaîne pour venir, l'exemple, la chaîne ou à l'extérieur pour venir là, parce que nous prenons ça, pas pour mettre sa qualité qui vise là. Parce que nous pouvons vendre moins cher. Par contre, si nous faisons une stratégie de différenciation, l'avantage, c'est une offre unique. Ça veut dire nos produits ou nos services, c'est différent de nous des autres concurrents. Niveau assez unique, ça fait que nous développer qui jusqu'à nous qui pour ça. Et ça pour fidéliser nos clients. Clients là, ils pour obliger venir nous pour sa boxer short qui est de qualité là, ils pour obliger venir moi. Ils fidéliser nos clients. Tous les mois, ils peuvent prendre 2, 3 boxer short. Donc, il y a là, on développer une stratégie comme des codes de fidélité, des loyalty codes, membership codes. Donc, tout ça, nous avons développé. Nous prenons une marge plus élevée. Donc, c'est un avantage concurrentiel parce que, bon, nous, comme on dit, c'est un produit unique et différent. Donc, nous allons mettre en phase le profit un peu. Mais, sur une limite, tout le temps, les pouliers ont une aptitude à innover. Ça veut dire que tout le temps, nous pouvons innover parce que, comme je dis, répéter, à chaque fois que je peux venir dans le marché, je peux venir avec un produit qui peut pérenne, qui peut là tout le temps. Le monde, la façon de faire, l'humain, il évolue et le produit bien innover, bien évoluer, bien innover. Comme on fidélise nos clients, quand ils viennent contre moi, ils peuvent venir contre moi tous les mois. Il y a 80 affaires qui innovent, qui sont différents, qui ont acheté la semaine dernière ou bien le mois dernier pour être capable de continuer à investir dans mon entreprise, dans mon produit. Et à chaque fois qu'on a une notoriété, qu'on a fait quelque chose de différent, il y a un risque qu'on appelle d'imitation. Et ça, moi je connais un produit extérieur chinois, même Maurice, on a bien follow imitation. Souvent, nous pouvons trouver l'eau sur un narcos. Hein? Não. Juro. Juro. S'il vous plaît, monsieur, unmute your device.
s'il vous plaît. Là, je t'en demande là? OK. Oui. OK. Oui. Super. Donc, Simon Mute me dit, va, Simon quitter la focalisation, me dit focalisation, nous disons, l'avantage qu'il y a de focalisation, nous disons, nous fait un marché ciblé. Donc, il y a une petite segmentation de la population qui nous est intéressée pour travailler avec eux. Quand nous pouvons commencer avec la limitation de ressources financières qui nous est là. Donc, nous concentrer sur ce petit marché-là, mais faire bien attention, parce que ça marché là, il y a besoin de marché qui est rentable aussi. OK? À cause de ça, je pourrais dire, moi, je choisir le marché niche, mais c'est un marché de jeunes professionnels qui est capable et a le pouvoir d'achat de mettre 200 roupies dans un sous-vêtement, 300 roupies dans un sous-vêtement. Voilà. Quand je fais ça, je fais un petit tableau. Je indique votre stratégie concurrentielle au démarrage de votre entreprise et à l'horizon de 3 à 5 ans. De te mettre à la création, qui option je peux choisir, c'est pas domination par les coûts, ou bien différenciation, ou bien focalisation, et qui fait, je peux faire ça. Et à terme, ça veut dire, dans 5 ans, est-ce que je peux changer? Je vais mettre qui fait aussi. Définitivement, ça peut être juste. Nous avons une stratégie, une deuxième stratégie qui s'appelle stratégie de développement. Ce sont des stratégies que vous n'allez déployer qu'après le démarrage de votre activité, mais vous devez les envisager dès sa création. Ça veut dire que c'est une stratégie que vous pouvez développer quand vous êtes fini de démarrer. Mais bien sûr, nous devons finir comment se penser les pièces là. OK? Première stratégie de développement que nous proposons, appelez ça la stratégie de spécialisation ou de concentration. Il repose sur des ressources, sur des activités qui constituent les métiers de base de l'entreprise. On distingue la diversification stricte de développement, se réalise par duplication des capacités actuelles, c'est-à-dire le même produit, ou bien la diversification souple de développement repose sur une consolidation du métier. Ce qui veut dire, ça veut dire quand je te spécialise dans on peut dire, allez, on peut prendre l'exemple du box short, ou bien, nous prenons l'exemple, je connais KFC. Donc, KFC, c'est l'entreprise d'Eclosia qui fait ban poulet, fried chicken. Mais KFC pas commence comme ça. KFC commence avec Chantefray. OK? Chantefray, il est spécialisé dans poulet. Ça veut dire une stratégie de spécialisation. Quand nous cause poulet, nous cause Chantefray à l'époque, Chantefray. À ce là je fais vendre poulet là comme ça même. À ce là il dit comme ça, mais bon, et est-ce que si je coupe poulet là, je nettoie un poulet là, je coupe poulet en barquette, je coupe poulet en tranche, je mets dans une barquette, je vanille, est-ce que ça peut soulager la population? Oui. Même produit, il diversifie là. OK? C'est-à-dire, un poulet, nous avons vendu ça en cuisse, un poulet, nous avons vendu ce blanc, un poulet, nous avons vendu entier. Après, il diversifie plus dedans. Il dit, si moi, dans la matière première là, qui fait, je ne pas innover, je ne pas élargir mon gamme, je fais du fried chicken. Ça veut dire, dans la matière première là, laisse-moi cuire, mon vanille, il y a là qui a l'idée pour faire du KFC. Donc, il commence par un simple poulet, une vigne, un produit fini, Danemark, quand il prend la franchise de KFC, il amène Maurice et il développe ça. L'objectif, quand on fait une stratégie de spécialisation, c'est de redonner une position dominante. Ça veut dire, dans le fried chicken, même dans le poulet, bon, nous gagnons Portugal, nous gagnons Cormen, nous gagnons des trois autres, la belle 60 qui finit, mais toujours, KFC, avec ce poulet Chantefray, il reste une position dominante. Il développe beaucoup de petites et moyennes entreprises adaptées avec Chantefray, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poulets frais, points frais, mais quoi appeler ça, là.
il développe ça et il prend une position importante dans le marché des poulets à Maurice. Donc, quand je démarre ce projet, OK. On a un problème à chaque fois, il peut mute, unmute. OK. Donc, moi, je peux dire, moi, je prends l'exemple de pommes de terre. Si demain, vous pouvez faire une plantation de pommes de terre, ben, qui m'a dérivé, comment vous pouvez innover dans la plantation de pommes de terre. Premièrement, vous pouvez planter pommes de terre là, moi, tiens, pommes de terre là, moi, vendre pommes de terre là, comment il était à travers un marché. Non. Pas ça. Non. À travers un bazar. Deuxièmement, je suis capable plus de pommes de terre là, je vendre dans un sachet. Ça aussi. Troisièmement, je suis capable plus de pommes de terre là, coupe pommes de terre là, je vendre en rondelles ou bien je vendre en version frites, je mettre congelé et je vendre. OK? Donc, je finis de comprendre que voilà, plantation, plante une pomme de terre, je finis de trouver dans 2 ans, 3 ans, on va arriver avec sa pomme de terre là. Ça, c'est un exemple. Stratégie d'intégration verticale. Alors, ça veut dire l'intégration verticale? Ça veut dire nous prenons depuis le commencement jusqu'à nous prenons le commencement, c'est-à-dire matière première, nous prenons la chaîne de valeur de production et bien sûr la livraison. Un exemple qui me répond encore, comme tu disais tout à l'heure, moi, je dis KFC. KFC, ça c'est l'exemple de Enzo, moi j'ai assisté à une conférence de Michel de Spéville, qui c'est le fondateur de Food and Ally, maintenant qui est groupe Eclosia. Il dit, nous, il tient une comptable. Comment il a commencé? Il a commencé, bon, ben, il s'est smoka. Donc, il peut nourrir quelques poulets dans ce lacour. Et là, quand il y a un jour de fête, beaucoup de voisins tu peux dire, Michel, tu n'as pas vendre un peu pour nous, pour fête. C'est qu'il a fait, il a l'idée, il dit, bon, ben, qui fait, on va mettre, au limon à 5 poules, qui ne fait pas grandir, on va mettre 20 poules, 30 poules, 40 poules, 50 poules, on commence à vendre. Et là, il dit, comment il 20 poules, mais qui m'a fait avec poules là? Comme on explique ça, il dit comme ça, mais si moi facilite banda, parce qu'à chaque fois, on a demandé à acheter une poule, maintenant, tu peux dire, c'est pas capable de nettoyer une poule là, parce que on n'a pas gagné les temps, bien pas qu'on faire ça. Si vous avez pas une petite moune pour faire ça pour lui. Donc, il dit, bon, ben, il peut vendre une poule là, fini nettoyer, fini couper tout. Qui vous fait ça? Regardez, il y a une façon de couper. Qui vous fait ça? La daube ou bien quelque chose comme ça. Il coupe ça pour banda. Et là, allez, il met ça de boquette avec l'intégration de hypermarché. Il dit, bon, ben, hypermarché peut prendre l'ampleur de Maurice. Il expose ça devant un supermarché. Maintenant, il y a un poulailler. Il y a un point pour nettoyer pour là. Il y a un point de distribution. Mais il dit, qui va faire au cours ça? Kentucky. Il prend la franchise de Kentucky. Ça veut dire, il y en a déjà la matière première, il y en a déjà l'expertise de fried chicken avec la franchise de Kentucky. Il y en a l'aliment Kentucky à faire, il y a la peau de Kentucky là, ben Kentucky aussi, il y a la farine. En même temps, il y a là, il prend la farine, il dit, bon, il a besoin de la farine, il y a là, il monte le moulin de la Concorde. OK? Il monte le moulin de la Concorde. Donc, ce chaîne de valeur, il est verticalement intégré. Ça veut dire, depuis le commencement jusqu'à ça, poulet Kentucky qui peut manger là, tout ça là,
sa chaîne de production-là appartenir au groupe Eclosia. C'est ce qu'on appelle verticalement intégré. Un deuxième exemple, on va prendre on a un peu plus vite là, c'est, bon, ben, je connais Ortinit. Ortinit, c'est une entreprise de production de textile. Lui-même, il fait sur la toile, lui-même, il fait sur le design, lui-même, il fait sur montage, production, et il développe une marque. La dernière, il fait sa marque-là, qui s'appelle New Gen. Il vend sa produit là. Donc, il est verticalement intégré. Okay? L'objectif, quand nous pensons à l'intégration verticale avant de monter un projet, c'est pour avoir un meilleur contrôle de la filière. C'est-à-dire nous avons un contrôle là partout. Après, bien sûr, il y a aussi l'économie. Ça veut dire ne pas démocratiser l'économie. Ça veut dire nous pouvons prendre compagnie A, payer compagnie B, mais seulement ils font partie du groupe même. Nous pouvons payer nous-mêmes. Nous pouvons dans poste 2, ça veut dire peut-être dans poste 2, mais dans poste 3. Effectivement, pour une réduction des coûts, et surtout pour la sécurité de ces approvisionnements. Ça veut dire que nous ne pouvons pas pour matière première jamais parce que c'est nous-mêmes qui pouvons produire la matière première là. OK? Stratégie de diversification. Il y a des formes de diversification. Une diversification liée, ça veut dire, comment on peut expliquer, ce qu'il nous peut faire, comment on explique ça, pomme de terre, là, une vilaine, une frite. Une frite que tu peux vendre, ou bien un cabinet d'expertise comptable qui peut développer une activité de conseil. Ça nous a diversifié avec nos produits de base qui liés. Comment, on aurait dit monsieur de Spéville, il y a un produit qui lié le poulet, donc une diversifiée, une commercialise ça différemment. Donc, ça, c'est une diversification de ces activités, mais qui est proche avec ce produit de base qui est le poulet. Deuxième diversification qui est nous, on a la diversification conglomérale. Ça veut dire nous tous un petit peu partout, nous sommes capables de diversifier, nous sortir dans un secteur, dans un autre secteur différent de ce que nous pouvons faire. Un exemple qui me mettait le groupe Virgin, quand il est présent dans le transport aérien, il est présent dans la distribution, télécommunication et même une de boisson. Donc, rien à voir, ça va quatre affaires qui diffèrent là, rien à voir avec ce stratégie de diversification, rien à voir avec ce produit initial. Virgin, tu commençais initialement avec de la musique, après une diversifié du moment de transport aérien, distribution, télécommunication. Donc, il n'y a aucun lien. C'est ça, une diversification conglomérale. L'objectif là-dedans, c'est saisir une opportunité et bien sûr diversifier les risques. Si un secteur tombe, nous avons une mainmise dans l'autre secteur. Nous ne pouvons pas mettre tout disif en créole, nous ne pouvons pas mettre tout disif dans le même panier. Donc, ça, c'est l'avantage de cette stratégie-là, avec une limite, spécialisation. Donc, le coût, l'avantage, pour l'économie d'échelle, je vais t'expliquer qui était allé là. Nous pouvons éviter une dispersion des ressources, une meilleure maîtrise du métier, OK, comme Eclosia. Souvent, nous trouvons qu'il y a un risque lié au cycle de vie. Donc, ça veut dire, si nous ne pas diversifier, si nous ne pas innover dans la spécialisation, nous tombe dans le déclin rapidement. Intégration verticale, une économie sur les coûts de transaction, maîtrise des approvisionnements, ça c'est un avantage extraordinaire. Si je te verticalement intégré, je tiens une position, le marché qui est presque imbattable parce que je ne pas dépendre de nos personnes. Je dépends juste de l'autre même. OK? Pour faire ça, j'ai besoin de beaucoup d'expérience, premièrement, et deuxièmement, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour investir. Et j'ai besoin d'une maîtrise de la gestion. Parce que je ne peux pas vous dire N, je peux vous dire plusieurs chaînes de valeur, plusieurs conglomérats, plusieurs entreprises que tu as besoin de gérer en même temps. Donc, j'ai besoin d'une bonne connaissance de la gestion des entreprises pour capable gérer tout ça là. Diversification, oui, un avantage. Pour le moment, nous ne pas mettre tout dans le même panier, nous diversifier.
demain, si cette entreprise il prend de l'ampleur, il a assez de ressources financières pour développer, est-ce qu'il me développe un autre marque dans le même produit ou bien me diversifier? Moi, je pense que diversifier dans un secteur qui tendance, qui est prometteur. OK? Je peux acquérir ma nouvelle compétence. OK? Et bien sûr, je peux réaliser ça à travers une synergie, quand je suis capable maintenant, il y a un groupe of companies, quelque chose comme ça. Bien sûr, ça aussi, il y a ce man de frein. Ce man de frein, c'est, comme on disait au début, c'est l'investissement. Il y a dispersion des ressources. Ça veut dire, je veux bien connaître que ce que ça m'a ressources humaines là. Quand je regarde ça m'a dit une spécialité dans Plimpool, spécialité dans Coupe-Pool, spécialité dans comment pour vendre ça Kentucky là, comment pour monter ça moulin de la Conco là, comment pour faire tout ça là. Ça demande beaucoup d'expérience et voilà. Et surtout, après, il y a une affaire qui appelle le problème de la coordination en différentes activités. Il n'est pas évident, il n'est pas facile pour faire une coordination quand on est un CEO d'un groupe. Mais bien, il y a un clé, qui a l'expérience, qui est capable de faire confiance aussi. Même si nous avons deux entreprises, même dans une entreprise, le primordial, ça, c'est entre parenthèses. Quand je vais recruter un Dimoun d'une façon que je trouve, ils sont capables de tirer un avantage qui n'est pas nécessairement une technicité spéciale qui dit qu'on fait ce recruter là, mais qui a d'autres avantages, ça veut dire sur manière de causer, sur façon d'habiller. Même si les bébés font mécanicien ou bien il fait une plantière, il plante dans autres carreaux, bon, je vais servir plus tard pour capable vendre ça un produit qui est dans autres carreaux ou bien dans autres plantations là. OK? Toujours nous terminer avec une option retenue et motivation à terme. Je besoin capable de faire un tableau là. À terme, ça veut dire 3 à 5 ans. Qui va une option que je tiens choisir? Est-ce qu'ils ont une spécialisation? Est-ce qu'ils ont intégrer verticalement? Ou bien est-ce qu'ils ont faire une diversification? OK? À terme, ça veut dire dans 3, 4, 5 ans. Donc, il y a deux affaires. Tous les trois, il y en a sur l'avantage. Tous les trois, il y en a sur limite. Mais ça dépend qui produit, bien qui service je peux faire. Je suis capable de connaître que ça se peut être. Il y a une stratégie, une dernière stratégie qui s'appelle stratégie d'alliance. Ça, c'est une stratégie qui est sensible. Donc, l'épisode qui fait, ce qu'il dit de stratégie là, c'est au moment de la concrétisation de votre projet, vous vous interrogez certainement sur l'intérêt de créer seul ou d'associer des partenaires à la création de votre entreprise. Vous réfléchirez à l'intérêt à nouer des accords avec des fournisseurs, des clients, voire des concurrents. Ça veut dire, à STLM, quand je peux créer cette entreprise, je peux dire, hey, est-ce qu'il m'a fait un partenariat? Est-ce qu'il m'a amené un coin de là-dedans, dans ce projet-là? Est-ce qu'il m'a touché le mot faire ou bien m'a besoin de partenaire? Est-ce qu'il est plus facile pour un partenaire? Est-ce qu'il m'a un peu trop hésitant? Est-ce qu'il m'a un peu trop faible pour moi une notion pour me capable amener ce projet-là à la réussite? Donc, je commence à réfléchir. Et il y en a beaucoup qui inhalent avec un accord, un simple accord. Il y en a beaucoup qui inhalent avec un joint venture, qui est shares ou ban shares. Il y en a beaucoup qui n'ont tout celle-ci, si je te sens capable. Ça, c'est plus avec l'expérience. Mais imagine bien, si demain, comme ils ont, il y a quelqu'un qui peut aller en partenariat ou bien en alliance avec une autre entreprise ou un autre monde qui peut faire le même produit ou même service qu'ils ont, je besoin mettre l'emphase sur la confiance. Premièrement, qu'on dit mon avant. Prends le temps qu'on dit mon avant. Prends le temps qu'on ce projet. Prends le temps explique au projet aussi. Get un goût par ce dé, c'est la même longueur d'onde avant. Parce que comme on disait au commencement, il y en a 210 personnes dans sa plateforme là. C'est sûr et certain qu'il y a 200 leaders différents, non? Mais il y en a plusieurs. Quand je peux chat, quand je peux share ce ban idea, je peux trouver qu'il y en a beaucoup qui ont le même projet qui sont ou ressemblent. Donc, quand je peux causer à Djibouna, je peux trouver une ban l'idée d'alliance, une stratégie d'alliance, bien, eh bien, nous faisons ensemble, nous faisons comment nous faire ça. Mais apprendre qu'on Djibouna avant, apprendre qu'on projet là, gagner confiance là avant, c'est l'élément principal d'une alliance, c'est gagner confiance là avant. Et ça,
ça est vraiment, vraiment sensible, surtout quand nous peut démarrer un projet. Il y en a beaucoup qui pas capable après. OK? C'est simple. Il paraît comment, pour dire un exemple qui est en dehors de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui vivent en concubinage, qui vivent très, très bien en concubinage, mais juste après le mariage, il y a un clash. Parce que je ne suis pas capable de porter à ce risque-là. Avant le mariage, je te sens assez libre. Je te sens assez libre de dire, bon, s'il arrive un problème, bien, à la limite, du moment que je t'ai signé, qu'il y a un accord qui est signé, un joint venture qui est signé, qui voilà, moi, la responsabilité, la ligue a d'autres responsabilités là, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, juste pour dire, dans le contexte d'alliance, quand il y a une alliance dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, il y a exactement la même chose aussi. Donc, si vous trouvez une fusion, vous trouvez la même longueur d'onde, vous avez la même vision, définitivement, je parle plus loin. Aussi, il y a un proverbe aussi qui dit un proverbe africain qui dit si on veut aller vite, on va seul, et si on veut aller loin, on va accompagner, on va ensemble. Si tu as envie d'aller loin, bien loin, je ne peux pas grave tout seul. Je peux besoin d'un partenaire et la confiance est primordiale dedans. Donc, encore une fois, on remet un tableau devant eux. Quand nous faisons un petit summary, c'est qui m'ont dit eux. Il y a une stratégie qui sont trouvée là. Oui. Ce cas lié à ça, parce qu'il est un petit peu limité le temps, ce cas lié après, on a fait moi signe. Là, directement, le quatrième stratégie qui appelle les stratégies de l'internalisation. OK, l'internalisation. Alors, qu'est-ce que ça? Ça, ce cas fait du moment qu'ils ont un peu l'expérience sur le marché. OK, c'est l'expérience sur le marché. Quand ils sont capables, de finir faire cette preuve, quand le marché est trop petit pour eux, et là, ils ont besoin internationaliser. Ça veut dire, à nos exportations, à l'autre marché en dehors de notre marché local. C'est pour ça qu'il nous fait une stratégie comme ça. Si dans nos business models, dans nos recherches qui nous fait nous trouver, qui nous marchent, c'est nous touche à peu près 100 000 personnes dans nos populations qui sont intéressées avec nos produits et ça 100 000 personnes dans nous touche au bout de 5 ans, après ça, qui nous fait? Après 5 ans, qui nous fait? Si nous ne pas faire innovation, si nous ne pas développer, si nous ne pas diversifier, qui nous fait après? Ah ben, c'est pour ça qu'il nous bien fini penser quand nous sommes capables, comment nous sommes capables d'internationaliser nous. OK? Donc, pourquoi nous faisons ça? Étroitesse du marché. Il y a peut-être une existence d'opportunités ailleurs qui nous trouvent là-bas. Il y a une demande pour ce produit-là. Il pénalise là-bas. Il pénalise ici, nous finissons le marché saturé, mais le pays voisin ou la localité voisine ou l'endroit voisin, paye ça produit-là. Donc, il y a une demande pour ça. Et bien sûr, comme on peut trouver dans le développement, il y a beaucoup de e-commerce qui peut faire. Donc, pourquoi pas envisager ça? Mais c'est moi, avec le e-commerce aussi, nous devons faire bien attention qu'il nous est capable de produire, il a la capacité de production pour aller ça va marcher là. C'est pour ça qu'il nous a fini faire nos preuves au niveau local avant qu'il y ait une dibune, avant qu'il y ait une brand vienne dans nos pays. Souvent, il finit faire ses preuves ailleurs, comme Jiffy, comme comment on appelle Super U, on a fait comme ça. OK? Un TMOT. On finit faire cette preuve, il y a là, on finit faire cette preuve là-bas, il y a là, nous accueillir ici. KFC, comme McDonald's. Pour pénétrer ce marché-là, nous avons 3 axes qui nous peuvent guetter. Premièrement, l'internalisation maîtrisée. Ça veut dire, nous allons directement à l'étranger, nous implantons directement à l'étranger, ou bien nous pouvons sous-traiter,
Donc, il y a un intermédiaire, c'est un qu'on appelle un partenaire qui nous peut et effectivement, nous avons connu qui s'en a. Si nous retournons pareil, nous avons un monde de confiance qui vous prend une partie ou toute la commercialisation là pour lui. OK? Ou bien, nous vous juste exporter nous vous juste exporter et là-bas, maintenant, pour prendre en charge la distribution, je peux mettre le logo là-bas, je peux faire ce que j'ai envie là. Moi, quand je exporté, le concentré, ça veut dire que je juste envoyer le produit et tu mets tout le logo là, le box là, tu vends des autres. OK? Donc, si vous visez le marché international, vous devez absolument penser aux exigences des pays autres. Il y a un nombre de sécurité qui est important. Il y a une certification qui est bien guettée. Il y a une couleur, même, qui si nous produit une couleur noire, qui fait dans un pays, sa couleur-là n'est pas privilégiée. Donc, même interdit, une couleur-là, qui, on connaît le noir, parfois, il est interdit dans un pays asiatique. Quand maintenant, pas... Je n'ai pas envie de trop ça couleur-là. Donc, nous devons adapter nous et nous devons encore faire une étude de marché à l'extérieur pour nous connaître, quand nous pénétrer sa marché en dehors de nos pays-là, de l'exportation, eh bien, qui sont les critères là-bas? Est-ce qu'il y a une morphologie pareille? Moi, tu viens grandir, mon small, Mauricien est trop petit pour l'Europe, tu viens un petit peu plus grand, ça veut dire un medium qui nous vendait à Maurice, c'était un small là-bas. Donc, tout ça là, c'est une petite recherche que tu veux bien faire pour, si tu as envie, dans la stratégie d'internalisation. Ici aussi, pareil, on a un tableau, donc exportation directe, l'avantage, comment dire, autres extensions du marché, diversification des débouchés et du risque, maîtrise du processus en contact avec la clientèle. Bon, ça c'est exportation directe. Le limite, c'est un coût élevé, une compétence nécessaire au niveau international. J'ai besoin d'un gens qui déjà travaillent au niveau international aux autres. Sous-traiter, l'avantage qu'ils ont quand je peux sous-traiter, surtout une compagnie qui a 1 an, 2 ans d'existence, qui ne fait que démarrer, il n'a pas besoin d'investissement, et j'ai un nouveau débouché pour eux. Ça veut dire, bon, ben, client là, il peut juste sous-traiter, on ne sait pas, ESOS, téléphone-moi, dis-moi, tu as fabriqué un peu de box pour moi, il peut sous-traiter ça à moi. OK, moi, je dis, fais fabrication, je donne lui, il vend là-bas, c'est tout. OK? Limite, bon, nous dépendons de nos partenaires, bien sûr, parce que si nos partenaires ne prennent ESOS, fait comme si ESOS venait de partenaire, moi, s'il n'y a pas passement la commande, doit beaucoup de travail, donc nous dépendons de l'OLI. Et achat franchise internationale, bon, ça c'est un investissement limité. Il aide du franchiseur à la création, ça veut dire que nous avons un djimoun qui vous donne un coup de main pour franchise, comme McDonald's quand il vient de Maurice. C'est une équipe McDonald's internationale qui vient nous faire ça, qui vient faire une formation avec ça, du monde qui travaille de McDonald's Maurice explique comment pour vendre sa produit-là. Bon, par contre, je ne suis pas au courant quand il y a qui veut gagner des millions à Maurice, je passe un reportage, comment son travail de coaché, comment présente ça, comment vendre sa produit-là, la télévision, comment faire ça. C'est exactement ça parce que c'est une franchise qui est achetée. Et l'avantage qu'il y a franchise-là, déjà une notoriété, déjà une réputation et puis à faire, il y a déjà un nom pour le marché. Bien sûr, nous prenons une redevance sur nos chiffres d'affaires à chaque fois que nous prenons un bon pourcentage de nos chiffres d'affaires et nous prenons une autonomie parce que les autres qui vous disent nous, bon, ben, combien vous besoin de ça, combien vous besoin de autres qui fait besoin de ça, comme ça. OK? Après, nous avons un joint venture. Joint venture, nous partageons des coûts et des risques. Ça veut dire que nous besoin ensemble avec un partenaire. Nous avons accès à la connaissance et à la pratique du pays. Ça veut dire que les gens qui nous exporter là-bas, nous faisons une joint venture, il y a déjà connaissance du pays là, il y a un local là-bas. Donc, ça peut plus faciliter un produit pour pénétrer un marché international. Sur limite, bon, bien sûr, nous avons capté qui pas gagné une compétence là-bas, il a trouvé qu'il y a une compétence là-bas, il a apprendre. Souvent, ils apprennent de nous, après, ils faire pareil. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on fait un partenaire avec un djimoun, on fait une joint venture, les besoins, un djimoun de confiance.
Parce que sinon, il est capable de prendre l'idée là, il est capable de prendre l'expertise là, il a gagné, et il crée ses propres affaires. Et bien sûr, pour un risque de conflit, si nous avons confiance, si nous pas bien, nous avons un conflit. Filiale 100%, donc présence dans le pays. Nous prendre nos produits même, prendre nos business models même dans l'implanter là-bas. Nous prenons une présence dans le pays parce que nous maîtrisons le processus, parce qu'on a déjà l'expérience là-dedans. Mais bien sûr, c'est un coût et risque très, très élevé. Si nous ne pas partenaire avec un local dans les par nous-mêmes, il est bien, bien difficile. Ça. Voilà. Ici aussi, je trouvais quelle option je tiens retenir pour l'internalisation. Je te mets à la création, c'est là, ou bien à terme, c'était de 3 à 5 ans. C'est tout cela pour dire que c'est une réflexion que nous faisons de l'autre entreprise. Voilà. Et le long terme, pas oublier que j'ai envie de travailler dans un environnement. Je peux travailler dans un environnement instable, je peux évoluer dans un environnement instable qui change de jour en jour, qui change d'année en année, surtout au niveau budgétaire qui nous fait une fois tous les années. Quand nous prenons en compte ce qui est dans le budget, comment nous pouvons adapter nous. Parfois, nous finissons faire un plan d'action de 2 ans, 3 ans, mais le budget ou bien la loi qui est sortie qui vient déroge à nos projections. Un exemple qui me donne d'autres, si un client qui me passe une commande avec moi, et me dit s'il y a un contrat de 3 ans avec lui, qui pendant 3 ans, beaucoup donner un t-shirt ou bien une boxer short à 200 roupies, et d'après beaucoup qui m'ont fait, mon costing qui m'ont fait, avec mon wages, mon fixe et variable cost, je rentre là-dedans. Après 1 an, le gouvernement met un salaire minimum, impose un salaire minimum qui partait avant. Donc, ça déroge à ça 3 ans qui me suivent là, ou bien à 2 ans qui restaient avec mon client, parce qu'il n'est pas rentré là-dedans, il finit signer un contrat avec moi de tel prix, et moi, avec l'environnement, avec l'environnement externe qui peut un contrôle, qui est instable, ça ne changeait. Définitivement, mon wages, mon coût fixe, il montait, mon coût variable, il montait. Ça prenait une répercussion dans mon produit fini. Au coût du produit fini, il y a un client qui comprend, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Et ça, c'est une chose qui est besoin tout le temps quand je prévois là-dedans. Il y a une opportunité nouvelle qui peut émerger. OK? Il y a une menace non identifiée, comme on dit. Parfois, même le COVID déroge à beaucoup de projets pour mon entreprise. Il y a une COVID bill maintenant qui vient aussi déroge un petit peu. Mais ça nous permet de maîtriser là et nous besoin adapter nous à cela. OK? La deuxième partie que nous cause plutôt le développement durable. Moi, je dis le développement durable, c'est un volet très, très, très important dans tout les startup de nos jours actuellement. Tout le monde qui peut démarrer un projet, il besoin un volet développement durable. OK? Il besoin développer une vision qui est en cohérence avec le développement durable, car cela regorge d'idées d'affaires et d'opportunités pour les aspirants entrepreneurs. Vraiment, il y a l'idée d'affaires dedans. OK? Il apporte une affaire positive dans notre image même. Ça veut dire, quand ils guettent cette entreprise, ils disent, hey, c'est une entreprise, hein? Ils donnent là la protection de l'environnement. L'image même là change. Les rassure notre clientèle. Et bien sûr, le gouvernement donne un scheme, beaucoup de schemes, aide entrepreneurs, aide porteurs de projets qui peut développer un projet ou un service ou un produit pour le développement durable et accompagner plus facilement. Alors, c'est quoi le développement durable? C'est une définition qui, moi, je trouve adaptée actuellement. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à répondre avec leurs propres besoins.
Ce qui peut dire, c'est qu'il nous peut développer à ce là, il répond à sa génération-là sans qu'il lui fasse du tort à nos enfants ou bien à nos générations futures qui vont venir. OK? Ça, une affaire qui est qualifiée durable, il est capable d'économie durable, il est capable environnemental, il est capable société. Pas nécessairement quand on dit durable, ça veut dire le produit biologique. Non, rien à voir. Ils font partie là-dedans, mais ce n'est pas que le développement durable. Le développement durable, il est dans l'économie durable, il est dans une société, dans la société sociale, durable et dans l'environnement. Nous avons ça. Donc, le constat économique, ben, ressources naturelles, processus de production, ça veut dire tout ce qui est, qu'on appelle nickel, cuivre, pétrole, ça c'est le côté économique. Si nous sommes capables de remplacer ces affaires-là par l'énergie solaire, marée motrice, éolienne, ça c'est un gros projet, on peut dire, ou bien acheter une matière première qui est issue de sa production, de ma entreprise de production qui favorise l'énergie solaire. Ça veut dire si on achète la toile là donne l'usine écologique, une usine qui est en faveur de l'écologie, d'énergie solaire, il implante une énergie solaire, une captation d'énergie solaire, au bout de nid, un petit favoritisme comme on peut acheter nos matières premières. OK? C'est mon contribution dans le durable. Côté social, il y a différents déséquilibres qui doivent être signifiés. Il y a, comment dire, il y a beaucoup de monde qui exploitent les enfants, OK? Je trouve ça à Bangladesh, côté Nike, il cancel tout ce parce qu'il a trouvé que dans l'usine que fabrique un produit Nike, il y a des enfants, des mineurs, tu peux exploiter. Donc, dans ce côté durable, il n'est pas pour cela. Pas parce qu'il produit là, il est bon, il peut marcher, mais qu'il ne fabrique pas par les enfants. Non, il n'est pas pour cela. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui mettent une insertion des personnes autrement capables. Ça veut dire nous dans l'entreprise, nous pouvons faire même un petit monde qui fait packaging, même si nous avons une fauteuil roulante, il nous capable il nous fait ça. Ça, c'est le côté social, côté durable qui nous peut faire. Ça, c'est un constat social qui nous peut dire. Après, nous avons un constat environnemental. Ça veut dire, nous, l'entreprise, nous pouvons faire un triage de déchets. Nous pouvons mettre une poubelle spécifique dans l'entreprise. Ça pour papier, ça pour plastique. Nous pouvons éviter la pollution des airs, du sol, des mers, des océans. Et bien sûr, si nous sommes capables de privatiser la technologie, ça veut dire avoir mail au lieu d'envoyer un papier qui n'est pas biodégradable, tant mieux. OK? Nous, pour le changement, nous compte, c'est-à-dire le changement climatique, et nous c'est lutter contre une catastrophe naturelle. OK? Ça, c'est pour une petite action environnementale qui nous peut créer, qui nous peut développer, ça pour aider nous. C'est une petite action-là pour aider nous pour créer une entreprise durable. Donc, la réduction des impacts de la consommation des entreprises sur la planète est devenue une nécessité. Il n'est plus une affaire qui nous besoin faire, c'est une affaire qui nous pense pour faire sourire, c'est une affaire qui nous besoin faire. Nous besoin finir penser au début même, qui voilà, nous besoin capable une réduction des impacts dans nos consommations des entreprises, c'est-à-dire dans nos chaînes de valeur même, avec qui nous capables de mettre qui volet développement durable nous pouvons mettre là-dedans. Est-ce qu'il nous pouvons plutôt choisir pour faire nous pouvons mettre des panneaux solaires dans l'entreprise ou dire qui nous prend l'énergie fossile, nous prend plutôt une énergie solaire? Why not? Est-ce qu'il nous a servi ça l'appli de l'appli qui peut tomber là pour nous toilettes pour faire irrigation? Why not? Et puis surtout, conscientise de mon travailleur l'environnement durable. Bon, un petit exemple qui me donne pour une entreprise durable pour moi.
Je prends l'exemple d'une société de poissons, ça veut dire une type qui fait la pêche poisson, une compagnie qui fait la pêche poisson dans différents lieux, la pêche différentes sortes de poissons. OK? Mesure qu'il y a prend un filet à maille plus large. OK? Il prend une ligne avec hameçon. Les caves évitent la pêche des périodes de production. Ça veut dire quand il y a une période de production, les caves évitent ça. Toujours, ils peuvent continuer à faire cette activité, mais si tu prends ça, qui fait parce qu'il est soucieuse de ne pas surexploiter les stocks de poissons. Ça veut dire, ce qui fait des poissons, un filet un peu plus large, ça veut dire qu'un petit poisson, quand il passe à travers le filet là, il n'est pas pour gagner. OK? Et en plus de ça, s'il servi de l'hameçon, ça veut dire qu'il peut faire un poisson pour un poisson, quand il a rejeté, il rejette. OK? C'est-à-dire relâcher certaines espèces de poissons qui ne sont pas consommables ou bien qui menacent. Si il y a un poisson qui est menacé de disparition, ah ben, les rejette-les. OK? Les favorise la main-d'œuvre locale, les créer l'emploi, une entreprise durable. OK? Une entreprise qui fait travailler les femmes, qui contrôle l'égalité des genres, qui fait une formation avec ce travailleur, qui a un label de commerce équitable. Label de commerce équitable, ça veut dire qui est aussi autrement capable qui travaille avec lui, et surtout qui a une pêche raisonnable, bien responsable. OK? Ça, c'est l'idée d'une entreprise durable qui MOP propose. Maintenant, il y a différentes typologies des entrepreneurs à l'approche du développement durable. Quand je commence cette entreprise, il y a un entrepreneur qui est classique, qui est l'économie. Il y a un éco-entrepreneur, il y a un pionnier, il y a un humanitaire, il y a un entrepreneur social, il y a un entrepreneur équitable. Nous pouvons pas besoin de être à Calo. OK? Alors, un entrepreneur classique, lui, son but, c'est juste l'optimisation économique de l'activité. Lui, son problème, c'est mobiliser un cash. C'est un truc connaît. Ça, c'est un entrepreneur classique. Il peut faire l'entrepreneuriat, bien sûr, pour gagner un revenu, mais il n'est pas intégré dans un problème social ou environnemental, ça ne concerne pas. Lui, n'importe qui nous dit l'utiliser, mais pour vivre des récits, gagner un profit, qui lui fait besoin, c'est tout qui lui est intéressé. Ça, on appelle ça un entrepreneur classique. Un entrepreneur social, il y a un objectif social, sociaux. Donc, prioritairement, c'est pour travailler plutôt avec l'hôpital, l'école, le centre de formation, une association caritative. Et souvent, c'est un entrepreneur qui est subventionné par l'État ou bien une fondation. Un entrepreneur pionnier, c'est peut-être un mot qui se fait tendre, ça veut dire qu'il est plutôt pour l'environnement, environnemental. OK? Ça veut dire de nature, l'écologie, c'est ce problème. Il trouve une solution à ce problème, un problème nature écologique. Et bien sûr, il y a un éco-entrepreneur, c'est une activité économique pour la vente de produits et services environnementaux. Il est plus dans l'énergie recyclable, il est plus dans le conseil, il est plus dans un produit qui est en faveur de l'environnement. Il y a un composant respectueux de l'environnement. C'est une construction écologique. OK? Vous servez différents matériaux qui, pour l'environnement, qui est biodégradable. Il y a un entrepreneur équitable qui fait le commerce équitable. Il y a une entreprise qui me connaît, qui est basée à Roche, quand les services juste autrement capable pour faire un packaging de disques. Donc, ça, c'est un entrepreneur équitable. Juste rémunération, il y a une bonne condition de travail, il y a un bon mode de gouvernance participatif, ça veut dire les congés sur l'entreprise, il pas mettre dans un rang, il pas dire tu madame tu pas qu'à faire ça, tu as Michel, tu bien faire ça ou bien tu as venir bonheur, ou bien non, il est juste. Il pas dire comme ça on gagne profit de 100%, là donc 90% pour moi 10% qui me donne mon salarié, il compte partage la valeur, une rémunération égale de la valeur. OK? Et souvent, ça va un produit là, on va pas qu'on soit déjà déjà trouvé quand c'est un produit écologique et qui dans le commerce équitable, il écrit le boîte là ou bien le produit là, 5% de sa recette là, il est pour une association qui
qui est une association handicapée ou bien autrement capable, ça parle pour Saban Dimouna. OK? Entrepreneur humanitaire, un ONG, plutôt qui est créé juste pour secourir les populations vulnérables. Bien sûr, c'est une préoccupation environnementale aussi. Et un entrepreneur durable, c'est qui, en vise de finir, c'est qui intègre tous ces trois objectifs-là, économique, social et environnemental. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de volonté, OK? Il y a vraiment un impact plus faible sur l'environnement. Ça veut dire, oui, il peut créer, pour moi, on crée une box chaude, mais on a intégré le côté biologique là-dedans, on a intégré le côté bio dans mon matière première, parce que, premièrement, on me connaît, il n'y a aucun engrais chimique, donc, pas aucun, surtout quand c'est un sous-vêtement qui peut mettre ça près du corps, pas aucune rougeur, une démangeaison. Donc, on prend en compte la santé, l'environnement, ça veut dire demain, les biodégradables, pour détruire, il n'est pas pour capable, il n'est pas pour néfaste pour nous ban soy, pour nous ban la terre. OK? Et bien sûr, moi, je vais mettre un packaging attirant, mais aussi biodégradable là-dedans. OK? Économiquement, c'est quelque chose. Et le côté social, voilà, moi aussi, mon parti, la plupart des travailleurs, ceux qui connaissent, c'était bien sûr des femmes. Il n'y a aucune distance entre le genre féminin et masculin. Mais tu as fait tout le monde pareil, des races aussi, des couleurs, nous pratiquons tout ça là. Et voilà, c'est un entrepreneur gagnant s'il rentre dans le durable. Donc, 6 raisons d'intégrer le développement durable dans une démarche entrepreneuriale. Premièrement, il prend l'ampleur et la pertinence des problèmes sur l'environnement, des problèmes environnementaux. Ça veut dire qu'il prend l'ampleur de l'environnement. OK? Hausse des prix des matières premières, comme on dit, un box chaude bio, une matière première bio, les plissés qu'un coton conventionnel. OK? Il prend l'apparition de nouveaux secteurs d'activité. On a une politique publique qui encourage les pratiques. Ça veut dire gouvernement, il pour toujours des autres, clients aussi, pas juste gouvernement, mais clients aussi, il pour réceptifs à cela. Ça me mettait réceptivité croissante du public parce que dans le développement durable, c'est capable d'un volet qui peut différencier les autres avec les autres concurrents. Donc, il prenait une bonne image pour les entreprises, pour la contribution à la préservation de l'environnement. Désolé. OK? Ça veut dire nous, si demain, moi, un client, on a le choix pour acheter un produit qui me connaît ça, il n'est pas pour néfaste pour l'environnement, moi, on a des enfants, moi, je vais acheter ce produit-là et je vais expliquer aux enfants qui fait mon acheter ce produit-là comparé à l'autre produit. Bon, des fois, il n'est pas évident parce que définitivement, l'autre produit-là est pour moins cher, mais si on a le moyen, si on est capable de permettre de faire, je peux faire. Ça, c'est l'image qui produit dans le public. Quand nous cause développement durable, nous cause protection de l'environnement. OK? Et comment nous intégrer bon, la dimension économique, comment nous intégrer nous bien favorise des circuits courts. Ça veut dire, si nous avons envie une dimension économique, action qui nous bien faire, favorise les circuits courts. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'intermédiaires de la production aux clients. OK? Si nous avons produit et vendre nous-mêmes ou bien c'est l'intermédiaire, nous ne pas passer par un B2B qui peut avoir wholesaler parle avec un retailer, il parle vendre avec le consommateur. Nous passe direct avec un retailer qui va venir avec le consommateur. OK? Nous bien favorise une petite structure, PME. C'est pour ça que nous avons dimension économique, nous peut poser là. Nous bien favorise une petite structure à taille humaine, PME. OK? Plus l'économie locale pour l'approvisionnement ou le recrutement, ça veut dire pardon, nous protège nous entreprises locales, nous approvisionnons nous localement et bien sûr nous vous recrutons local. OK? Favoriser les financements alternatifs et bien sûr la différenciation. Faire différence. Donc ça, c'est si on vient dans un développement durable économique.
À cela, si nous envie rentre dans une dimension durable, sociale. Là, nous favorisons l'engagement d'un public particulier. Parce que, nous avons une affaire sociale, nous pouvons aider un public particulier. OK? Un minimum de la population qui nous peut aider, qui a besoin de ce service-là, bien ça produit-là. Nous pouvons accompagner les travailleurs. Accompagner les travailleurs, ça veut dire aider pour développer dans le côté personnel, aider dans le côté formation. Si demain, on a besoin de l'aide, besoin de quelque chose qui, comme moi, je travaille à côté de moi, j'ai besoin de ça, l'aide là pour gagner un emploi, pas pour réfugier, accompagner, égalité des chances, diversité, égalité du genre, santé, sécurité pour les travailleurs. Il a besoin d'un environnement de sécurité. Quand il veut venir travailler, il a besoin sûr. Quand il veut venir là, il ne peut pas dire s'il y a un diffé qui m'a bouffé, qui ne va pas bouffer. Nous avons trouvé un grand shop-ride comme ça, un garçon qui nous perdit la vie à cause d'un diffé. Donc, ça pose nous une question, une dimension sociale qui nous fait pour ça. Nous besoin, avant de commencer nos projets, nos produits, avant de commencer l'entreprise, nous besoin finir penser tout ça là. Maintenant, d'un côté environnement, définitivement, nous devons faire une réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc limitant les consommations d'énergie, okay? Favorise l'énergie renouvelable, consommation des fournitures éco-compatibles, donc tout ce qui s'appelle écologique, recyclage, nous devons mettre ça dans un chart environnemental, dans nos projets et dans nos entreprises. Récupération et recyclage des déchets. OK? Et puis, après, nous devons mettre un principe de précaution, tout qu'on nous dit, nous prenons précaution là, qui fait, nous devons prendre cette précaution là, nous mettons un notice board, quand nous allons travailler, puis venir déconner, voilà, ça, c'est une précaution qui nous prend pour ne pas détruire l'environnement. OK? Bon, remercie pour ça, une temps 15-20 minutes que nous passons ensemble. J'espère qu'il éloge un petit peu de connaissances dans le côté vision stratégique et développement durable. Et c'est mon meeting. Et puis, je me passe la parole à M. Badou qui vous prend la suite. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Ricardo. Et nous remercions aussi les participants qui viennent avec nous, qui viennent montrer votre patience, suivre la session. Et pour dire que c'était très encourageant pour nous de voir autant de personnes qui joignent in, un groupe de 258 personnes aujourd'hui. Et pour dire aussi que nous essayons autant que possible de répondre à vos bonnes queries. Merci pour le chat, pour l'interaction qu'ils ont fait à travers le chat box. Si jamais il y a une queries qui n'ont pas fini de répondre, donc nous invitons à envoyer nos mails, florealyc@gmail.com. Et nous pouvons faire le nécessaire. Donc, nous pouvons entamer la suite de ce training-là. Donc, nous espérons retrouver samedi prochain et pour une autre session et qui nous communique encore. Et aussi, nous pouvons aussi travailler une session qui nous prenait à la fin, une session interactive, un workshop, on peut dire. Donc, nous pouvons communiquer ça par mail, très bientôt. Donc, merci encore une fois et passez une bonne soirée. Au revoir.